20 minutes avant l'induction anesthésique. Vous voyez que ça marche mieux avec le bon timing. C'est aussi vrai, ces effets sur l'anxiété préopératoire avec d'autres médicaments que le midazolam, avec les alpha-2. Vous voyez ici, autant la dexmédetomidine que la clonidine, Péros à chaque fois, ont permis de faire diminuer les niveaux d'anxiété préopératoire. Et là encore, j'attire votre attention sur le timing. Il faut respecter le bon timing pour chaque médicament. Là, on commençait à avoir un effet à partir de quand même, enfin, il fallait bien attendre 60 minutes pour avoir cet effet-là. Donc voilà, donc on veut prémédiquer, première raison, pour diminuer l'anxiété préopératoire, et effectivement, les médicaments qu'on a à notre disposition permettent de faire ça. Le deuxième objectif de la prémédication, c'est de faciliter l'induction anesthésique. Et ça, pour ça, on va faire appel à une deuxième propriété des médicaments qu'on utilise en prémédication. Non seulement ils sont anxiolytiques, ce qui va déjà un peu faciliter les choses, mais en plus, on va faire appel à leurs propriétés sédatives qui vont, cumuler avec l'anxiolyse, permettre, là encore, d'améliorer le processus et d'améliorer en tout cas la façon dont se passe l'induction. Et donc, effectivement, les médicaments, ils ont des propriétés sédatives. Là, c'est avec le midazolam. Quand il a été donné, donc, comme d'habitude, 0,5 mg kilo per os 20 minutes avant, vous voyez que quand on arrive au bout de 20 minutes, au moment de l'induction, eh bien, la plupart des enfants vont être endormis ou somnolents, et en tout cas, il y en a très peu qui sont encore réveillés et agités. Cet effet, on l'observe aussi avec les alpha-2, ça c'était toujours pareil, sur des enfants de 2 à 10 ans. Et vous voyez qu'avec les alpha-2 aussi, on va obtenir des scores de sédation plus élevés. Donc on va avoir cet effet sédatif qui va se rajouter à l'effet anxiolytique. Là encore, vous voyez, le timing dépend de la molécule qu'on utilise. Il faut faire attention à la façon dont on prescrit. Et donc, avec cet effet sédatif et l'effet anxiolytique, on aboutit effectivement à des inductions qui sont plus faciles lorsqu'on utilise une prémédication. Vous voyez que la plupart des enfants, et c'était donc midazolam en rouge et dexmédetomidine en vert, la plupart des enfants vont avoir une séparation avec les parents qui va être facile, comparé à ce qui se passe, par exemple, alors c'est pas un placebo, c'est de la mélatonine, mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est pas vrai pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Et vous voyez aussi qu'avec ces médicaments en prémédication, eh bien, la grande majorité des enfants vont avoir une compliance à l'induction qui va être jugée acceptable. Bon, c'est pas mal. Voilà. Et puis enfin, au-delà de l'anxiété préopératoire et de faciliter l'induction, il y a une troisième raison pour laquelle on pourrait vouloir utiliser une prémédication, qui serait d'améliorer le vécu. Alors j'ai mis des guillemets parce que en réalité, améliorer le vécu en faisant oublier à l'enfant un traumatisme, vous voyez où je veux en venir. Mais pour ça, c'est un petit peu discutable, et d'ailleurs très discuté, puisque ça partirait de l'hypothèse que la période préopératoire immédiate et l'induction anesthésique, c'est sûr, ça va être des expériences traumatisantes. Et du coup, on va utiliser une troisième propriété des médicaments de prémédication, qui est leur propriété amnésiante. Comme ça, on va effacer pour l'enfant le souvenir de ces événements traumatisants. Bon, c'est un peu passé, ça. Mais néanmoins, j'en profite pour vous montrer que, effectivement, ces médicaments qu'on utilise en prémédication, ils ont bien des propriétés amnésiantes. Alors ça, c'est une étude qui était très intéressante sur des enfants de 5 à 10 ans. À chaque fois, les 4 colonnes en gris, c'est le placebo, et ensuite, c'est du midazolam donné soit 5 minutes, soit 10 minutes, soit 20 minutes avant l'induction anesthésique. Et dans cette étude, ils font faire des tests de mémorisation à des enfants. En fait, ils leur montrent des images et ensuite, ils se demandent de se rappeler des images qu'ils ont vues. Alors, avant prémédication, ils sont tous pareils. C'est des enfants comparables. Ils se rappellent à peu près comme ça, quoi, 60%. OK. Et puis ensuite, après la prémédication, donc avec un délai variable selon les groupes, après la prémédication, on leur refait un autre test, c'est pas les mêmes images, on leur montre d'autres images et on voit comment ils arrivent à se rappeler. Vous voyez que déjà, c'est plus compliqué et que là encore, vous voyez bien illustrer l'importance du timing et l'effet du timing sur les propriétés pharmacologiques, là en tout cas du midazolam. Donc après la prémédication, ils sont déjà plus tellement performants. Et ensuite, en salle de réveil, on va de nouveau leur demander de se rappeler des images qu'ils ont vues à ce moment-là,
au test qui a été fait après la prémédication. Et vous voyez que bah, ils se rappellent, bon, ceux qui ont eu ils se rappellent déjà moins, évidemment, parce qu'il y a du temps qui est passé. Mais vous voyez que dans les groupes, ou en tout cas dans le groupe qui a été prémédiqué avec du midazolam 20 minutes avant, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de souvenir, il y a vraiment une amnésie antérograde. Je vous en ai montré une, mais en fait, il y a pas mal d'études qui se sont consacrées à ce sujet-là, et c'est des résultats. Le pouvoir amnésiant antérograde des benzodiazépines, il a été confirmé. Là, vous voyez, c'est une méta-analyse qui confirme ces propriétés-là. Mais ce n'est pas vrai qu'avec le midazolam. Il y a moins de littérature, mais il y a quand même un peu de littérature sur les effets amnésiants qu'on obtient, en tout cas dans le contexte périopératoire, avec, ici, vous voyez de la dexmédétomidine à différentes doses en vert, et aussi avec de la kétamine, alors 8 mg kilo per os quand même, hein. Et la dex, ils ont été jusqu'à 5 gamma kilo per os, et vous voyez que, eh bien, avec des doses élevées de dexmédétomidine ou avec ces doses de kétamine, eh bien, on obtient aussi, je ne vous détaille pas la procédure, mais on obtient aussi, dans une certaine mesure, une amnésie antérograde. Voilà, donc ça, c'était pourquoi on veut prémédiquer. Très bien, l'anxiété préopératoire, la facilitation de l'induction, et puis les histoires de mémoire, bon voilà. Mais quand même, ça paraît plutôt pas mal. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on pose la question? Pourquoi est-ce qu'on se demande s'il faut prémédiquer? Quel est le problème? Eh ben, il y a quand même quelques petites questions, parce que finalement la prémédication, ah oui, ça pourrait quand même avoir des effets respiratoires. Regardez ce qui se passe ici. Ça, c'était des enfants sains, hein. C'est des enfants qui n'avaient pas de pathologie par ailleurs. 3 à 8 ans, prémédiqués au midazolam, alors plutôt moins que d'habitude, hein, d'ailleurs 0,3 mg kilo per os, c'est même pas les 0,5 de d'habitude, dans des délais 20 minutes avant qu'on les évalue. Eh bien, vous voyez qu'en fait, chez ces enfants sains, il y a tout de même, avec le midazolam, une diminution de la CRF et une augmentation des résistances respiratoires. Et ça, bah, ça peut nous poser problème, en particulier chez des enfants qui vont avoir une symptomatologie obstructive par ailleurs. Et puis, bah, il y a la respiration, bah, il y a l'hémodynamique aussi, hein. Ça pourrait peut-être avoir des effets hémodynamiques. Là, regardez ce qui se passe. C'était des enfants, donc pareil, de 2 à 12 ans. Et regardez, avec ceux qui ont reçu de la dexmédétomidine à 1 gamma kilo en intranasal, quand on regarde ce qui se passe au bout de 60 minutes, hein, c'est de la dexmédétomidine, donc 60 minutes, et ben, en fait, au bout de 60 minutes, leur pression artérielle de ces enfants a baissé de 14%, leur fréquence cardiaque a baissé de 16%, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres types de molécules. Mais en tout cas, clairement, ça illustre le fait que quand on utilise des molécules avec des propriétés pharmacologiques sur l'hémodynamique, oui, il y a des petits effets hémodynamiques. Et puis, on va reparler de la mémoire, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'amnésie antérograde, mais en fait, elle est un peu particulière, cette amnésie. Ce n'est pas une amnésie complète, puisqu'on s'est aperçu, enfin cette étude en tout cas illustre, que chez des enfants qui ont reçu du midazolam, quand on évalue un peu plus finement leur mémorisation, on s'aperçoit qu'il y a une dissociation mnésique qui s'est produite, puisque certes, ils ne se souviennent de rien, c'est-à-dire que leur mémoire explicite est très très diminuée, et c'est ce qu'on a illustré tout à l'heure avec l'amnésie antérograde, c'est-à-dire que non, ils pensent se souvenir de rien, ils peuvent rien nous raconter, mais en revanche, leur mémoire implicite est préservée, c'est-à-dire qu'ils vont garder cette espèce de conditionnement anxieux, de conditionnement de stress, qui va se remanifester en tout cas qui risque de se remanifester quand ils seront de nouveau exposés à des situations similaires à ce qu'ils viennent de traverser, une espèce de conditionnement anxieux, qu'ils vont vivre, et qu'ils ne sauront pas expliquer, puisqu'ils n'auront pas le souvenir explicite associé à ces événements. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que cette dissociation, on l'observe quand on les teste 1 heure après l'intervention, mais on observe la même chose quand on les reteste 1 semaine après l'intervention. Donc ça fait une amnésie antérograde, certes, mais en même temps qui est dissociée. Et ça, ça peut quand même clairement être un problème. Voilà. Et puis, bon, après, il y a aussi d'autres trucs. La prémédication, ce n'est pas toujours très pratique, hein, pour ceux qui utilisent la clonidine. Vous savez que son délai d'action, comme on l'a vu,
le délai d'action, il est au moins de 45 minutes, avec un pic d'action qui est à 90 minutes. Et alors ça, pour anticiper correctement le bon timing de prémédication sur une journée de bloc opératoire avec ces délais-là, c'est un peu, enfin moi je sais que c'est très compliqué, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais là c'est compliqué. Et puis vous savez bien, il n'y a pas vraiment, pour la clo, il n'y a pas de galénique adaptée, Perros, donc on utilise les ampoules IV, c'est des toutes petites ampoules, 1 millilitre, il y a 150 gamma. Pour les plus petits, il faut donc diluer, alors ça prend du temps, il faut faire des manipulations, on risque de se tromper. Bref, bon, c'est pas toujours très pratique d'utiliser ces médicaments. Et puis aussi, ça ne marche pas toujours. Là, avec le midazolam, regardez, c'était donc des enfants de 2 à 10 ans qui étaient prémédiqués avec du midazolam, bon, comme d'habitude, hein, et puis avec un délai qui était tout à fait adapté. Et ben, dans cette population d'enfants, il y en a 14% qui n'ont pas été répondeurs au midazolam, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Alors, ils étaient un peu particuliers chez ces enfants. Enfin, ils étaient un peu plus jeunes. Ils avaient un profil psychologique peut-être un petit peu différent, puisqu'ils avaient des niveaux d'émotionnalité qui étaient un peu plus élevés que les autres. Mais bon, quand même, chez 14%, ça n'a pas marché. Et même, il y en a quelques-uns qui ont eu des réactions paradoxales, qui ont été plus agités après le midazolam. Voilà. Et puis, alors, aussi, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas prémédiquer? En vrai de vrai, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de prémédiquer? C'est parce qu'on s'est tous mis à faire de l'HDJ et on veut faire du turnover et ça va vite et on veut faire sortir les enfants plus vite. En vrai, c'est ça. Et puis finalement, on dit, bah non, mais comme ça, c'est bien, c'est mieux parce qu'avec la prémédication, ça retarde la sortie, tout ça. Mais alors, je ne sais pas si dans la réalité d'aujourd'hui, chez nous, c'est vrai, parce que je n'ai pas ces datas, mais dans ce qui est publié, pas tellement. Hein. En vrai, pas tellement. Regardez, 4 à 12 ans, VG-HDJ, on ne peut pas faire plus classique. Prémédication, clonidine, 4 gamma-kilopéros, midazolam, 0,5 gamma-kilopéros. Bon, alors les délais de réveil, 7-8 minutes, ça paraît raisonnable. Le délai de sortie de SSPI, au-delà de la comparaison, ce n'est pas la comparaison qui m'intéresse, hein, c'est vraiment les valeurs absolues. 65 minutes, 74 minutes pour sortir de SSPI, c'est bien, quoi. Et puis sortie de l'hôpital, entre 3 et 4 heures plus tard, c'est quand même pas excessif. Voilà. Là c'était juste les durées, il y avait juste les durées de SSPI dans celle-là, mais vous voyez, la durée de passage en SSPI, elle n'est pas plus importante. Et même quand j'ai été chercher, hein, parce que bon, j'ai été chercher une étude versus placebo, et alors celle-là c'est la pire, c'est celle qui dit il y a une différence significative dans les délais de réhabilitation et de sortie après le midazolam versus placebo. Donc c'est la pire. Hein. Délai de réveil, je commente même pas le délai de réveil. Reprise des boissons à peu près au bout du 48 minutes, 66 minutes. Ok, c'est un peu plus, mais c'est vraiment pas grave. Reprise de la marche, c'était des VG aussi, hein, pardon. Alors, ils avaient 1 à 3 ans, donc reprise de la marche, je ne sais pas trop, mais ils l'ont compté à 52 versus 69 minutes. Alors, c'est statistiquement différent, super, mais en vrai, dans la vraie vie, on s'en fiche. Quant à la sortie d'HDJ, alors je ne sais pas exactement sur quels critères ils les faisaient sortir d'HDJ, ça me paraît bien bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas des durées de prolongées décrites qui paraissent gênantes, qui paraissent handicapantes pour un turnover. Alors, c'est un peu hypocrite ce que je vous ai dit, parce que quand même, certes, les délais de sortie ne sont pas allongés, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu plus shootés avec la prémédication. C'est vrai que quand ils avaient, vous voyez, c'était en blanc de la clonidine et en gris du midazolam. Et c'est vrai que dans les 2 heures après l'anesthésie, c'est vrai, en fait, ils sont plus sédatés. Regardez, la plupart sont entre 2 et 3. 2, c'est somnolent, 3, c'est endormi. Et ça, c'est les 2 heures après l'intervention. Donc, en fait, c'est quand même vrai qu'ils sont un peu leur sortie n'est pas retardée, mais ils sont un petit peu sédatés. Mais bon, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas trop. En tout cas, quand on a demandé aux parents, très clairement, ils avaient une préférence très marquée pour avoir leur enfant plutôt dans un état sédaté que hyperactif. C'est la même étude, hein, les 2 derniers graphes. Voilà. Donc ça fait quand même un certain nombre de raisons de se dire ouais, les prémédications c'est bien, mais quand même, je ne suis pas sûre.
Alors, du coup, la question, parce qu'on a le choix, en fait. Est-ce que c'est on prémédique ou on fait rien? Ou alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'on peut obtenir les effets, d'anxiolyse, l'induction facile et le meilleur vécu avec autre chose que les médicaments dont on a parlé? Eh bien, oui, on peut, et vous savez tous ça maintenant. Il y a toutes les méthodes, non pharmacologiques qui, en réalité, ont toujours existé, mais qui dans les, je dirais, je sais pas, 5 dernières années ont connu une sorte d'essor. Alors, tout ce que je vous ai mis, il y a de la littérature, hein, je vais pas, il y a de la littérature pour chacune des lignes qui sont écrites. Il y a pas tellement de limites, hein, c'est les limites de votre imagination, hein, mais toutes les techniques de distraction, les jeux vidéo, ça marche très bien, dessins animés, les clowns, la musique, la réalité virtuelle, les jouets, enfin tout ce que vous voudrez. Il y a, plein de programmes de préparation, plein de techniques de préparation de l'enfant qui ont été testées et voilà, les vidéos, voilà, les autocollants sur le masque, on va visiter le bloc. Il y a même des gens qui ont, fait une préparation en allant consulter un psychologue. Il y a des études, hein, où on envoie les gens consulter un psychologue 2 fois avant de se faire endormir et puis tout ça. De l'hypnose, de l'aromathérapie, il y a plein de trucs. Et puis, il y a la discussion sur, la présence, enfin, il y a les discussions sur les parents. Déjà, il y a les programmes de préparation spécifiques centrés sur les parents, parce que vous savez que l'anxiété des parents va retentir sur l'enfant. Et puis, je ne vais pas, rentrer dans le détail de la discussion sur la présence des parents à l'induction, c'est encore une autre question. Ça peut être une aide quand c'est bien fait, mais vous savez que ça nécessite une logistique adaptée, que ce soit le bon parent, le bon enfant. Tout ça, c'est une décision individuelle qui dépend des structures, et ce n'est pas le sujet du jour, mais ça peut aider aussi. Donc, en fait, tout ça, tout peut marcher. Tout, il y a des résultats positifs pour tout, à condition que ça soit le truc, enfin que ce soit adapté à l'enfant auquel on a affaire et au moment où on le prend en charge. Et puis l'avantage, l'un des premiers avantages énormes de toutes ces techniques, c'est qu'il n'y a aucun effet secondaire, sauf pour les clowns, je ne suis pas bien sûre, mais bon. Et en tout cas, aucune morbidité rapportée à utiliser ces techniques-là. Ça, c'est super. Et puis en plus, en termes de vécu, c'est vrai que ça change tout, parce que de toute façon, l'enfant va traverser inévitablement l'expérience du bloc opératoire, donc il va être confronté dans sa vie à une espèce d'expérience inévitable. Et au lieu d'essayer d'effacer ce souvenir-là, avec toutes ces techniques-là, on peut transformer cette expérience en une expérience qui va être, dans le vécu de l'enfant, une expérience positive, voire une expérience constructive. Et c'est vrai que l'avantage énorme de ces techniques, c'est qu'elles vont permettre, quand elles sont bien appliquées, d'améliorer le vécu de l'enfant sans avoir de gap mémoriel. C'est-à-dire que ils vont être confrontés à une épreuve et avec nous, ils vont sortir vainqueurs de cette épreuve et la surmonter. Et ça, pour un enfant, enfin c'est mon avis, c'est beaucoup plus constructeur que d'avoir un trou dans la mémoire. Parce que qu'est-ce que ça leur apprend du monde, de cette espèce de trou mémoriel? Ça leur apprend qu'en fait, à n'importe quel moment de leur vie, ils peuvent subitement se retrouver dans un autre endroit, dans une position inconfortable, sans avoir compris ce qui se passe. Bon, voilà. Je ne vais pas plus pousser la discussion, mais c'est vrai que si c'est bien fait, ça permet un meilleur vécu pour l'enfant. Mais, parce que la pédiatrie, c'est les bisounours, mais quand même. Mais le problème, c'est que ces techniques-là, en fait, c'est bien, mais ça prend du temps, et le temps, c'est ce qu'on a le moins. Ça nécessite des moyens, il faut avoir les trucs, de l'argent, du matériel, ça nécessite du personnel, genre des clowns. Et puis, faut pas se mentir, des fois, ça marche pas. C'est pas parce qu'on peut essayer, hein, super, le jeu vidéo, la musique, Peppa Pig et tout ça, mais en fait, on peut rater. Des fois, ça marche pas. Des fois, c'est pas adapté. Mais néanmoins, même si c'est pas adapté, il y a un truc qui va vraiment nous aider et qui ne demande pas ou si peu de temps, pas d'argent et pas de personnel supplémentaire, c'est de faire travailler les équipes sur la communication avec les enfants.
Il faut implémenter des techniques de communication positives, constructives, et c'est pas facile en pédiatrie parce que tous les enfants sont différents, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même caractère, et ça nous demande quand même un investissement personnel de chacun. Il faut qu'on soit attentif à chaque enfant et qu'on s'adapte à chaque enfant. Voilà, ce que je dis, savoir être avec cet enfant-là à ce moment précis, bah, c'est sans être une alternative forcément à la prémédication, c'est en tous les cas comment dire? C'est en tous les cas un plus, dans toutes les situations. Et ça, bah, j'ai pas d'études à vous montrer, c'est la vie de tous les jours, mais c'est pas trop, évalué dans la littérature. Donc du coup, à la fin de ce topo-là, qu'est-ce que c'est que les bonnes indications de prémédication? Et ce sera ma conclusion. Qui faut-il prémédiquer aujourd'hui? Déjà, je rappelle, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas jeter aux orties des techniques comme ça, là, en disant je sais pas quoi, j'ai pas le temps, l'HDJ, je sais pas quoi. Minimiser l'anxiété préopératoire, ça doit rester un enjeu majeur et incontournable d'une prise en charge anesthésique. L'anxiété préopératoire a des répercussions post-opératoires et il faut absolument la minimiser autant que possible. Donc la réponse à la question qui prémédiquer, la réponse n'est certainement pas tout le monde et n'est certainement pas non plus personne. Et finalement, comme un certain nombre de nos prescriptions, c'est un truc qu'il faut réfléchir au cas par cas pendant la consultation d'anesthésie. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir, comme on réfléchit à d'autres items de la consultation d'anesthésie. Je rappelle tout de même qu'elle ne reste pas indiquée dans les premiers mois de vie. Hein. L'anxiété préopératoire spécifiquement liée au contexte préopératoire, dans les premiers mois de vie, il n'y a pas trop. Et je rappelle encore une fois que les enfants avec des SAOS, il faut être prudent si on prescrit des médicaments, il faut évaluer la situation, c'est ce que je dis juste au-dessus, il faut réfléchir. Et ce qui nous laisse comme indication, il faut prémédiquer au moins les enfants qui sont très agités ou ingérables, parce qu'en fait, on ne va pas savoir les gérer. Ceux-là, ils ont en général plutôt entre 1 et 5 ans. Il faut prémédiquer les enfants très anxieux, parce qu'on n'y arrivera pas, on a beau être très fort, il y a des chances qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est souvent plutôt des adolescents qui d'ailleurs ne le montrent pas. Et puis, il y a aussi les enfants qui ont des capacités de communication altérées, parce que du coup, les techniques alternatives vont être un peu plus difficiles à appliquer. Enfin, c'est une population pour laquelle une aide de prémédication peut être utile. Et tout ça, bah, ça fait partie, il faut le décider à la consultation d'anesthésie, hein, parce que c'est à ce moment-là que se décide la prémédication, ou à la visite préanesthésique. Et puis aussi, je vais rajouter à ces 3 populations, la population des enfants qui restent, pour lesquels on pense que les autres techniques, les méthodes non pharmacologiques que j'ai décrites, elles seront inefficaces ou que pour une raison ou une autre, on pourra pas elles seront pas appliquées. Voilà, j'ai fini, merci.